On va essayer d'être hyper speed parce que tu manques de temps aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans The Big Shift. Je suis Xavier Seux et si vous êtes là, c'est pour tenter de comprendre les grands enjeux de la transition écologique. Et si vous découvrez le podcast maintenant, profitez-en pour le noter sur votre plateforme d'écoute et laisser un avis. C'est ce qui m'aide le plus à sensibiliser un maximum de monde et à sortir de notre bulle écolo. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'Europe. Pour ça, je suis quand même avec une des personnes les mieux placées pour s'y atteler, c'est Raphaël Glucksmann. Comment ça va ? Ça va bien. Et ça va être un peu speed, on manque de temps. On va avoir un épisode qui va peut-être être un peu scindé, peut-être on va voir comment. C'est tout de ma faute. Donc tu es député européen depuis 2019, fondateur du mouvement Place Publique, créateur d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans la gestion des affaires européennes, et ce qui t'a poussé d'ailleurs à écrire un bouquin qui s'appelle La Grande Confrontation. On s'est rencontrés à cette occasion parce que j'étais à une des sorties presse de ton livre. On aura l'occasion d'en parler un petit peu dans cet épisode, mais pas de façon de ce sujet-là en particulier, mais plus sur des analogies entre des métaphores ou des allégories que tu fais dans ce livre-là et qu'on peut ramener un peu à l'écologie. Voilà, tu es relativement connu plutôt parmi les jeunes pour tes prises de position sur l'industrie textile, et notamment la fameuse liste de la honte qui était sortie il y a 1 an, 2 ans. Ouais, 2 ans et demi même. Donc sur le travail forcé des Ouïghours en Chine. Voilà, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter, ajouter ce que j'ai oublié dans la présentation, dans la description, et puis aussi m'expliquer quelle est ta porte d'entrée sur l'écologie et pourquoi de façon personnelle tu portes ces sujets. En fait, je suis quelqu'un qui veut qu'on reprenne en main notre destin. C'est ça qui m'obsède. Et ma porte d'entrée surtout, c'est la question de la démocratie. En fait, c'est que je pense qu'on n'arrivera jamais à construire une démocratie viable et durable si on laisse le sentiment d'impuissance se diffuser dans le corps social. Et que ce sentiment d'impuissance, on le ressent tous. On le ressent face à l'effondrement climatique, on le ressent face aux injustices sociales, à l'explosion des inégalités, on le ressent face aux queues devant les banques alimentaires, quand dans le même temps, le CAC 40 fait des bénéfices records. Donc on est habité par ce sentiment d'impuissance. Et mon obsession, en fait, et la raison de mon entrée en politique, c'est justement de combattre ce sentiment d'impuissance. Et je crois qu'on le ressent, ce sentiment, de manière encore plus aiguë que sur toute autre chose, sur la question climatique et la question écologique. Et je crois, et c'est pour ça que j'ai voulu devenir député européen, et c'est pour ça que je veux encore être député européen, et que je pense qu'il faut parler d'Europe, et c'est pour ça aussi que je suis content d'être là, c'est que c'est l'échelle européenne qui va nous permettre de retrouver une forme de maîtrise de notre destin, et qui va être le véhicule de la transformation écologique. Et moi, je pense qu'il faut arriver, et je crois qu'on va en discuter, à reformuler la question écologique dans les termes du réalisme, dans les termes qui sont aussi ceux de la question de la souveraineté, de la question du contrôle, de la question de la puissance. Tout à fait. Et que ça nous permettra, puisque tu parlais au début d'une sortie du ghetto écolo, ouais. Eh bien, ça nous permettra de nous adresser à des gens qui aujourd'hui ne nous écoutent pas, qui ne sont pas en train d'ouvrir leurs oreilles simplement à l'évocation de la perspective de l'effondrement, qui arrivent à mettre à distance tout ce qui peut les angoisser, et qui nous prennent en gros pour des huluberlus. Et il faut leur montrer qu'en réalité, si l'Europe doit redevenir puissante, c'est par la transition écologique qu'elle va le faire, que l'écologie, c'est pas une restriction de notre autonomie dans l'existence. C'est pas un ensemble de normes qui vient au contraire amoindrir notre force de vie. Au contraire, c'est nos dépendances aux hydrocarbures qui nous rendent impuissants. C'est nos dépendances à un système de production qui est dévastateur pour le climat, mais qui est aussi dévastateur pour notre autonomie stratégique, qui nous rendent impuissants. Et donc c'est ça que tu appelles du coup l'écologie de puissance, c'est vraiment ce lien entre en fait, cette indépendance énergétique qui est nécessaire, mais qui est en fait surtout fondamentale pour relocaliser nos emplois, pour relocaliser l'industrie. En fait, on se dit souvent en termes nationalistes et peut-être un petit peu protectionnistes,
on voit des frontières très, très faciles se dessiner, et pourtant, en fait, c'est vraiment cette écologie qui permet de recréer, en fait, du positif. Qui a gagné à la transformation écologique en dehors de l'ensemble d'entre nous, puisque le monde deviendrait inhabitable. La question serait plutôt qui a y perdre, en fait. Voilà, exactement, mais qui a gagné et qui a y perdre. Et ceux qui ont à y perdre sont évidents. Ce sont les intérêts les plus puissants qui bénéficient du statu quo. Mais ceux qui ont à y gagner, et ça, moi je préfère, enfin, c'est important de dire qui va perdre, mais c'est aussi important de dire qui va gagner. Et ceux qui ont à y gagner sont les habitants, par exemple, des zones qui ont été dévastées par la globalisation, dont le tissu social a été complètement déchiré par les délocalisations. Eux ont à gagner à la transformation écologique. Or, c'est le message qu'on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à faire passer, la vérité. Puisque c'est pas dans les zones qui ont le plus à y gagner qu'en réalité, on a le sentiment écolo le plus fort. Il y a eu une sorte de misfit là, qui s'est produit, où en fait, on a laissé, par exemple, prends la question des agriculteurs. Les agriculteurs, ils auraient tout, une majorité des agriculteurs auraient tout à gagner à une transformation de la politique agricole commune européenne. C'est quand même un tiers du budget européen, donc c'est pas un petit morceau pour nous. À une transformation écolo de la politique agricole commune. Qu'on arrête de subventionner l'hectare et la production et qu'on subventionne l'emploi et l'utilité dans la transformation écologique. Eh bien, aujourd'hui, par notre faiblesse, en réalité, on a laissé la FNSEA, le plus grand syndicat agricole, faire croire à l'ensemble des agriculteurs qu'ils seraient perdants à cette transformation. Ouais. Alors même que ceux qui seraient réellement perdants à une transformation de la politique agricole commune représentent 5 à 10% des agriculteurs. Et que le reste, eh bien, ils vivent dans un système qui non seulement contribue à détruire la planète, mais en plus les maintient dans une forme de misère et de dépendance à l'égard de l'agrochimie. Que donc à la fin, ils se retrouvent à gagner quelques centaines d'euros par mois et à en plus être perçus comme des pollueurs. On reviendra un peu, je pense, à la question notamment du Green Deal et de la PAC. Oui, mais alors, désolé, je rentre trop vite dans le concret, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on doit arriver à une nouvelle présentation de cette transformation et pas simplement à une sorte d'appel à la catastrophe et à la responsabilité collective au nom de l'humanité tout entière ou du vivant en général, mais à montrer à des catégories de population ce qu'elles ont à gagner à la transformation. Et ça, c'est... à mon avis, c'est la condition de possibilité de cette transformation. Sinon, on va se prendre dans le mur quelque chose que je vois arriver, moi, au Parlement européen, qui est la révolution anti-Green Deal, quoi. Ouais. Et ça, la droite européenne a déjà commencé. Le dernier vote qu'on a eu sur la loi sur la restauration de la nature, c'est passé à 3 voix. C'est passé à 3 cheveux, effectivement, par une mobilisation massive. On se souvient notamment Claire Nouvian, Camille Etienne là-dessus. Et on a bossé avec elle au Parlement européen et ça s'est terminé vraiment ric-rac. Ouais. Et en plus en édulcorant le texte pour qu'il passe. Avec des avenants. Et en ratant nos amendements sur la pêche et sur d'autres sujets. Et donc en fait, ça s'est rendu possible, cette contre-révolution anti-écologique en fait, par la faiblesse de notre discours, et 2, par le côté incomplet des transformations initiées. Et j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus, c'est qu'en fait, on produit des normes, mais on ne produit pas les investissements qui vont avec ces normes. Donc, c'est-à-dire le contrôle ? Non, les investissements, par exemple, vous édictez des normes écolo. Elles sont perçues comme des contraintes, à juste titre, un cadre. Mais sauf que ce qui doit aller avec ces normes, ce qui doit aller avec le pacte vert, c'est un grand chantier industriel. C'est montrer que les industries de la transition vont permettre de redynamiser des tissus sociaux déchiquetés par la globalisation. C'est montrer qu'en fait, cette transition, c'est plus de CDI et pas moins. C'est pas moins de travail, c'est plus de travail dans des zones qui, encore une fois, ont été laminées par le système qu'on entend combattre. Et donc, ça, c'est un moment dangereux, en fait, parce qu'on a mis les normes, on a mis les objectifs, et c'est un acquis du mandat précédent, mais comme on n'a pas mis les moyens qui vont avec, comme on n'a pas mis les moyens qui permettent de rendre cette transformation socialement juste et de montrer qu'elle
apporte du travail au lieu d'en retirer, eh bien, on la laisse très fragile et susceptible d'être déchiquetée par le rouleau compresseur anti-écolo européen. Et justement, en parlant d'exemplarité mondiale, est-ce que l'Europe peut être un modèle pour le monde en termes écologiques, en termes de démocratie écologique? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des structures qui peuvent faire mieux que l'Europe, ou est-ce qu'on est censé, je dirais, montrer la voie? Alors, est-ce qu'on devrait l'être un modèle? Oui. Est-ce qu'on l'est complètement aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux? Non, il n'y en a pas qui sont mieux. Il n'y en a pas qui sont mieux, mais il y en a qui font différemment. Si on prend les États-Unis, a priori, ils sont moins bien. Mais quand Biden fait l'Inflation Reduction Act, il fait quelque chose que l'Europe ne fait pas, qui est des investissements massifs et vraiment des investissements massifs dans les infrastructures de la transition. Et on doit apprendre de ça. C'est-à-dire que la réaction première des Européens face à l'Inflation Reduction Act de Biden, ça a été de dire voilà, c'est contraire à l'OMC, c'est du protectionnisme, c'est dangereux. Et ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un IRA européen en ajoutant une dimension qui n'existe pas dans le plan de Biden, qui est la sobriété. C'est-à-dire que l'IRA, ça peut être un modèle dans les investissements, dans les infrastructures de la transition, dans les industries de la transition, mais ça ne peut pas être un modèle complet, puisqu'il y a une question qui n'est pas du tout abordée par l'IRA, qui est la sobriété. Comment on consomme moins aussi. Enfin, comment on apprend à économiser l'énergie. Ça, ce n'est pas du tout l'optique américaine. Mais par contre, on a à apprendre de leur capacité d'investissement. Enfin, je dirais, nous, on est très bon pour édicter des normes, très faible sur l'investissement et sur le long terme aussi. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est la lisibilité que l'IRA donne aux entreprises qui vont investir dans la transition, elle est 1000 fois plus grande que celle offerte par l'Union européenne ou les pays européens au moment où on se parle. Donc on ne fait pas tout mieux que les autres. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est extrêmement intéressante, à mon avis. C'est la transformation du marché européen, parce qu'on est le premier marché mondial, en puissance normative. Par exemple, quand on fait la directive sur les produits de la déforestation, eh bien, ça, c'est une utilisation de ce marché au bénéfice de la transition. Juste pour replacer le contexte, du coup, c'est interdiction des produits d'importer sur le sol européen des produits issus de la déforestation. Ouais, j'avais une conférence avec des étudiants juste avant qui tu sais plus trop ce que tu as dit. Ultra techniques sur la question. Et donc, oui, effectivement, on va peut-être reprendre la base. C'est l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation sur le marché européen. C'est la même chose sur la déforestation que ce que moi j'ai porté au Parlement sur le travail forcé. Exactement. Donc le bannissement des produits du travail forcé du marché européen. Dans les deux cas, c'est en fait la même logique. C'est qu'on utilise l'attractivité du marché européen pour faire passer des normes. En fait, en bloquant l'entrée au marché européen, on oblige les producteurs à bien arrêter de déforester ou arrêter d'utiliser des esclaves. Et ça, c'est la bonne manière de faire à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, quel est notre atout? Ça sert à rien de faire le gauchiste et de dire ouais, c'est dégueulasse, on est un marché. Non, notre atout, c'est d'être le premier marché du monde. Mais simplement, il faut transformer ce marché en puissance normative et en véhicule pour la transformation. Et là, on utilise le vrai atout de l'Europe qui est sa puissance économique. En revanche, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau politique, on est capable de prendre des décisions pour vraiment déclencher une écologie massive? Est-ce qu'aujourd'hui les décisions elles se prennent mieux au niveau de l'Europe ou plus facilement au niveau des États? C'est quoi Tu disais justement qu'on avait un gros problème de contrer les montées des extrémismes de droite, notamment en Europe. Comment est-ce que ça, du coup, ça s'inclut à un niveau politique? Parce qu'effectivement, au niveau économique, bannir aux frontières, c'est quelque chose qu'on sait faire. Au niveau politique, qu'on sait, en tout cas qu'on sait valider et sur lequel on sait se mettre d'accord. Enfin, ça a été difficile, et deux, c'est pas encore fait. Moi, tant qu'il n'y a pas des douaniers qui vont saisir ces produits dans les ports, je suis pas confiant. Donc, on sait faire, on commence à faire, on commence à envisager qu'on va faire. Donc maintenant, on va le faire, et on va voir si on sait le faire, parce que c'est pas gagné encore. Et là, j'étais récemment au port de Rotterdam, dont le business model, c'est que tout doit rentrer. Quand je leur ai expliqué comment ils allaient appliquer l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage,
ils ont souri en se disant j'espère que celui-là il va pas retourner au Parlement et qu'il va pas venir nous ennuyer, quoi. Donc on va voir si c'est vraiment appliqué et comment c'est vraiment appliqué. Et on va voir si on sait faire. Mais sur la question de la décision politique, c'est tout le problème de nos institutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit à l'échelle européenne. Il faudrait que la décision elle soit prise à l'échelle européenne et que ce soit un plan massif à l'échelle européenne. Le problème, c'est que les États bloquent et veulent garder leur souveraineté là-dessus. Et donc, on a des grandes disparités entre des États, par exemple sur la question des renouvelables, entre des États qui investissent massivement et d'autres beaucoup moins. Ouais. Et ça crée des incohérences fondamentales en Europe et ça empêche l'Europe d'être le grand véhicule qu'elle devrait être sur la transformation. Et donc, ce que nous, on voudrait, c'est au maximum harmoniser les politiques par le haut. Et pour ça, on a besoin d'une majorité politique en Europe, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne l'a pas. Au moment où on se parle, on n'arrivera pas à le faire. Quand tu fais passer une loi édulcorée sur la restauration de la nature à 3 voix, ça veut dire que pour faire ton grand plan de transition, je ne pense pas que tu aies la majorité. Donc c'est pour ça que les élections, c'est quand même important. Et je le rappelle aux gens, c'est pas mal quand même d'aller voter si vous pensez que c'est important, parce que les choix, ils sont extrêmement clairs et fondamentaux à l'échelle européenne. Mais même si on avait la majorité, on pourrait toujours être bloqué par des États qui refusent de mettre en œuvre ces politiques. Et donc là, le risque qu'on a, c'est que nos institutions, parce qu'elles sont incomplètes, eh bien, deviennent des obstacles à la transition. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir passer à une autre forme d'organisation institutionnelle à l'échelle européenne, plus fédérale et plus démocratique. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, en étant un peu dans les arcanes, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est envisageable, en reposant encore la même question, on a quand même beaucoup d'extrémisme montant un peu partout en Europe. Est-ce que du coup ça ne casse pas plutôt les relations plutôt qu'essayer de réussir à créer un vrai bloc uni? Tu as la sensation que dans les prochains mois ou prochaines élections, ça pourrait être des échéances? En tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour ça. J'imagine. Mais ce que je veux dire, c'est que pour lutter contre ces extrêmes, pour lutter contre les extrêmes droites, qui sont largement nourris par le sentiment d'impuissance et qui promettent un retour à la souveraineté, il faut qu'on arrive à montrer en quoi l'Europe peut nous permettre ce retour à la souveraineté. Et en quoi détricoter l'Europe et rester à l'échelle nationale prive de souveraineté. En réalité, l'Union européenne ne nous empêche pas d'être souverains. On est déjà plus souverains. Donc l'Union européenne, c'est l'échelle pour reconstruire une souveraineté. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le prouver. Et c'est pour ça que, par petites touches, les bascules qui ont été opérées à l'échelle européenne sont ultra importantes. C'est-à-dire que quand on va voir qu'il y a, même si c'est des embryons, mais quand on va voir qu'il y a des résultats concrets sur, par exemple, la relocalisation de certaines industries dans nos villes et dans nos régions, eh bien, on comprendra qu'en fait, ça, c'est l'Europe qui a, en changeant ses politiques commerciales, permis ça. Et est-ce qu'on a le temps? Franchement, je ne suis pas sûr. Et c'est ça qui m'angoisse. Mais je suis certain qu'on avancera vers ça. Et après, il faut accepter la bataille culturelle. Quand on a l'extrême droite qui nous explique, eh ben, contre Bruxelles, moi, je vais vous redonner le pouvoir. Mais le pouvoir sur quoi? Comment? En fait, comment vous allez faire? Pouvoir sur le changement climatique? À l'échelle juste de la nation française, comment vous allez faire? Mais même le pouvoir sur la question migratoire, comment vous allez faire à l'échelle française? Donc c'est les qualités de l'Europe en termes donc tu disais une Europe normative qui crée vraiment des normes et qui les fait appliquer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui rendrait l'Europe plus écologique? Donc à part bannir des produits aux frontières, c'est quoi les autres actions qui peuvent être envisagées, qui sont très concrètes et qui permettraient de dire ok, on a une Europe écologique? Il y a 15 ans, on avait des champions de la production de panneaux photovoltaïques. On les a laissés se faire ratiboiser par la concurrence chinoise. On est en train de faire la même connerie sur les éoliennes. Donc en fait, la première chose, on produit en Europe tout ce qui nous permet de passer massivement aux renouvelables. Donc ça, c'est la souveraineté énergétique qui est nécessaire pour devenir un continent écologique. Indépendant et écolo. Et moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'en fait, devenir autonome stratégiquement, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions politiques sans dépendre d'adversaires géopolitiques
et devenir écolo, c'est la même chose. Ça, c'est ce que tu appelles l'écologie de guerre, même dans ton bouquin, La Grande Confrontation. Ouais, c'est Charbonnier qui a eu le premier cette expression, l'écologie de guerre. Moi, ce que je reprends comme expression, c'est puissance écologique européenne. Moi, ce que je veux, c'est associer le terme puissance et le terme écologique, qui sont toujours perçus comme étant fondamentalement distincts et qui ne peuvent pas être associés a priori. Ouais. Je pense qu'au contraire, les deux sont extrêmement liés et que la seule manière pour les Européens de redevenir puissants, c'est-à-dire autonomes, c'est la transformation écologique, et que la seule manière de faire cette transformation, c'est de devenir puissant. Parce que le mythe d'une transition douce, je n'y crois pas. En fait, il y a des intérêts tellement forts qui ont beaucoup à perdre dans cette transition. Si vous pensez que, par exemple, on va pouvoir faire la transition en étant copain avec Pouyanné, eh ben, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à faire la transition sans, à un moment donné, entrer en rapport de force avec certaines multinationales, en particulier celles comme Total, qui fondent leur richesse sur la destruction de notre planète. Et donc, ça supposera une réhabilitation de l'idée même de puissance politique de faire la transition. Mais l'Europe écolo, ce sera aussi simplement une capacité à protéger le vivant. Et là-dessus, il y a deux axes qui sont essentiels. C'est la PAC, donc la politique agricole commune. Désolé, j'y reviens, même si tu m'as dit qu'on en parlait plus tard. Et l'autre, c'est le FEAMP, c'est la protection de la biodiversité marine. Et dans le même temps, et c'est ça que je veux qu'on installe comme idée, c'est que protéger la biodiversité océanique ou marine, c'est dans le même temps protéger les petits pêcheurs. Quand on interdit les monstres de la mer de plus de 25 mètres de venir tout pêcher sur nos côtes, en fait, on protège la biodiversité, mais on protège aussi, et d'abord, les pêcheurs qui aujourd'hui n'ont plus rien à pêcher, parce que tout se fait bouffer par la pêche industrielle massive. Et donc, lier justice sociale et écologie dans des politiques européennes qui seraient réorientées, eh ben, c'est ce qui nous permettra en fait de faire une Europe qui soit non seulement plus écolo, mais qui en plus voit ses citoyennes et ses citoyens adhérer à la transformation écologique. Ne pas avoir l'impression qu'elle se fait contre eux, même si c'est au nom d'un bien supérieur, qui est la sauvegarde du monde ou la survie de l'espèce. Non, il faut qu'on montre qu'en fait, eux ont à bénéficier de cette transition. Et on doit montrer que l'écologie répond aux questions qui se posent par ailleurs, sans se poser celles de l'écologie. C'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, vous avez peur de Poutine, eh bien, la transition énergétique vous rend indépendant vis-à-vis de ces gens qui vous font un chantage permanent aux hydrocarbures. Vous avez peur de perdre votre emploi, de voir vos enfants finalement errer de bullshit job en bullshit job. Alors voilà les jobs, les emplois à long terme que va créer cette transition. Donc en fait, au lieu de dire mais vos questions ne nous intéressent pas, parce que nous on en a une plus grande, qui est la survie du monde en tant que tel. C'est qui ça? Vos questions ne vous intéressent pas, qui dit ça? Personne ne dit ça comme ça, mais ce qu'on dit, comment on peut me parler de ça alors que l'enjeu majeur c'est la transition. Il faut dire en fait cette transition répondra à toutes vos questions, et on répond à vos questions et on reformule l'objectif général de la transition dans des termes qui répondent à ces questions immédiates. Et c'est en assumant ça, en le prenant en compte, qu'en fait on pourra avoir une transition qui se fera avec et non pas contre les citoyennes et les citoyens. Et l'Europe là-dessus, c'est la juste échelle. Et tu disais que pour ça, il faut instaurer des rapports de force. Dans ton livre, tu parles aussi de ces rapports de force, et tu dis qu'aujourd'hui, en fait, le problème de l'Europe, c'est que on est dans des sociétés qui se sont un peu avachies dans le confort de nos vieux fauteuils, de nos vieux meubles. Un peu comme moi, là, dans son fauteuil. On est dans un super fauteuil, bien avachi comme il faut. Mais voilà, est-ce que du coup, tu penses que... Exactement, métaphore de l'Europe. Aujourd'hui, sur l'écologie, est-ce que c'est la même chose pour ces rapports de force? Donc, tu disais, on ne peut pas faire la transition écologique en étant pote avec Patrick Pouyanné. Comment est-ce qu'on met en place ces rapports de force alors que justement, on a peut-être cette élite qui a des difficultés à quitter ses vieux meubles? Peut-être que tu peux expliquer cette métaphore et expliquer un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour avancer là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'arc-boutent contre Patrick Pouyanné aujourd'hui et ça ne donne pas grand-chose. La métaphore des meubles, elle vient de Romain Gary. Ouais. Romain Gary, ce qui est mon écrivain préféré, et j'invite tout le monde à lire La Promesse de l'Aube. Je pense que c'est le plus beau texte jamais écrit sur notre pays, et pas seulement sur notre pays d'ailleurs. Et donc,
il s'interroge, Romain Gary, sur pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi le général de Gaulle à Londres. Et il se demande, est-ce que c'est parce qu'elles étaient farouchement pro-nazis, pro-allemandes, antisémites? Non, c'est pas vraiment ça. C'est que, dit Romain Gary, elles aimaient trop leurs meubles. Et aimer trop ces meubles, ça veut dire être tellement habitué à un espace qu'on refuse de le changer, même quand il y a le feu dans l'immeuble. C'est considérer que la disposition dans le salon est plus importante que la survie de l'immeuble dans son ensemble. Et ces meubles-là empêchent à la fois, finalement, le rapport de force avec Poutine, fait que pendant 20 ans, on a tout cédé à un tyran qui nous prenait pour cible, parce qu'on ne voulait pas le voir, parce que ça allait déranger les meubles du salon, et de la même manière, nous empêche de prendre à bras-le-corps la transformation écologique. C'est pas vrai que les dirigeants ne font rien. Ça, c'est pareil, c'est un discours qui ne nous rend pas crédibles. C'est pas vrai que rien n'est fait. Mais tout est fait à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout ce qu'on peut faire tant qu'on n'a pas à bouger les meubles du salon. Donc on nettoie, en fait, c'est comme vous passez l'aspirateur entre la table de séjour, le fauteuil, le canapé, la télé, machin, et faites bien attention à rien déranger de ces meubles-là. Mais si vous voulez vraiment nettoyer votre appart, il va falloir bouger les meubles. Et c'est ça qui n'est pas possible dans la tête de nos dirigeants. C'est finalement, les meubles sont trop importants pour qu'on puisse engager une transformation véritablement profonde. Et c'est ce qui nous dirige vers, par exemple, le rapport qu'on a avec une avec une entreprise comme Total Energy. C'est qu'en fait, on veut bien la faire. On va lui demander, s'il te plaît, Patrick, investis un peu plus dans le renouvelable. Ou baisse les prix à la pompe. Voilà, ou baisse les prix à la pompe. Pour avoir un exemple un peu récent. Et il va le faire à la marge. Et on se dira que c'est bon, Total a contribué. Mais quand on regarde les proportions, parce que dans certaines de nos campagnes sur Total, à la fois sur les projets climaticides et sur ses liens avec le régime russe, à chaque fois, l'argument qui nous ressort, c'est « mais vous avez vu à quel point on a investi dans les renouvelables ». Et c'est vrai que quand tu prends le chiffre juste séparé des autres, ça a l'air très important, parce que c'est une grosse entreprise. Mais en réalité, quand tu compares par rapport aux investissements dans les hydrocarbures, c'est pathétiquement faible. Et donc, il y a une incapacité à bouger ces meubles. Et donc, on aboutit toujours à quelque chose de déceptif. Le fait est qu'au moins aujourd'hui, les objectifs formulés à l'échelle européenne sont massifs. Et donc, il y a quand même un moment où il faudra qu'ils soient mis en place. C'est-à-dire que quand on fait le pacte vert, c'est pas comme les accords de Paris, c'est pas juste un objectif déclaratoire, ça devient contraignant. Donc, comment on va mettre en place? Et l'enjeu, c'est d'arriver à bouger les meubles pour pouvoir réellement faire le ménage dans le salon. Et deuxièmement, l'enjeu, c'est comment on arrive à mettre ça en place sans qu'il y ait de contre-révolution liée à l'inacceptabilité sociale des mesures qu'on va mettre en place. Et dans les deux cas, la réponse, à mon avis, c'est de compléter notre logiciel. C'est-à-dire que c'est de compléter le pacte normatif qu'on met en place par des investissements massifs qui vont être immédiatement bénéfiques, et là, de s'inspirer de ce qu'a fait Biden. Enfin, c'est quand même sidérant que la puissance qui a le plus été réticente à la transformation, au moment où ils ont décidé de faire un investissement massif, ils ont été jusqu'au bout. Moi, quand j'ai écouté Sullivan, donc le conseiller national à la sécurité, qui a fait un grand discours à Brookings, j'avais l'impression d'écouter François Ruffin des fois. C'est-à-dire qu'il était dans la remise en cause totale du libre-échange, en disant c'est fini cette période et ça. Et nous, face à ça, on a un problème de shift, comme tu dis. C'est-à-dire que par petites touches, on y arrive. Une conservatrice allemande, Ursula von der Leyen, finit par porter le pacte vert, mais la bascule est extrêmement lente. Et je pense que ça, c'est lié à un rapport au meuble intérieur. Du coup, justement, sur cette question, on a Lou Espargilière, le fondateur de Vers le Média, qui voulait t'en poser une. Je te propose de prendre le casque une seconde pour écouter cette question.
Bonjour Raphaël Glucksmann, ici Lou Espargilière, rédacteur en chef de Vert. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir attiré l'attention médiatique sur des problèmes sociaux et écologiques aussi majeurs que l'exploitation des Ouïghours par des marques de vêtements, notamment Uniqlo. Voilà, aujourd'hui, je suis obligé de payer mes t-shirts neufs 3 fois plus cher pour me fringuer correctement, mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors on le voit sur des chantiers aussi immenses que la fin des voitures thermiques, la restauration de la nature ou la protection du loup. On assiste à un retour en arrière conservateur sur des thématiques écologiques aujourd'hui en Europe. On le voit à la fois de la part de la Commission européenne mais aussi des États membres, dont plusieurs chefs d'État d'ailleurs ont appelé à mettre les textes sur le climat et la biodiversité en pause, à quelques mois des élections européennes. Est-ce que l'Europe ne serait pas un peu en train de sacrifier sa transition sur l'autel de la politique politicienne, utilisant le prétexte de la crise de l'énergie, de la compétitivité ou de l'inflation? Merci pour votre réponse. C'est la grande question des élections à venir. Exactement. C'est-à-dire que le 9 juin 2024, si la droite conservatrice a la majorité en Europe, parce que je rappelle que c'est des élections européennes, c'est-à-dire que le premier enjeu, c'est d'abord l'Europe et les politiques qui vont être menées à l'échelle européenne et le résultat global à l'échelle européenne de ces élections. Ce n'est pas un référendum sur Macron ou sur Le Pen, ces élections. Et donc, l'enjeu, c'est si la droite conservatrice a une majorité et est en tête là, leur objectif, et ils l'ont dit et ils l'ont signifié, et on l'a vu en pratique là sur toutes les dernières lois, c'est de détruire l'acquis majeur de ce mandat qu'est le pacte vert européen. Et ils vont le détruire pièce par pièce. Alors que nous, on pense justement que c'est une œuvre incomplète et qu'il faut aller plus loin et lui donner la dimension d'investissement et de justice sociale qui lui manque au moment où on se parle. Et donc oui, c'est vraiment une possibilité. Mais c'est pas l'Europe qui fait ça. C'est chacun d'entre nous. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. L'Europe, c'est un espace qui ressemble à ce qu'on dessine pour l'Europe. Et donc là, il y a un enjeu fondamental. Si les sociodémocrates sont le premier groupe au Parlement européen le 9 juin contre les conservateurs, eh ben on va aller plus loin dans le Green Deal. Et aujourd'hui, il y a 15 sièges d'écart entre les deux forces. 15, c'est rien dans les sondages. Et donc, cette bascule, contre-bascule, cette contre-révolution conservatrice qui prend le Green Deal comme une sorte de bouc émissaire pour canaliser l'ensemble des frustrations liées à la crise sociale, liées à l'inflation, liées à la perte de souveraineté ressentie par les gens, eh bien, cette contre-révolution, elle est pas fatalement gagnante. Il reste 9 mois là pour montrer que non, on veut faire autre chose que ça. On veut faire autre chose que détricoter le Green Deal. On l'assume et on le mène plus loin et on le rend plus juste. Et donc là, il y a... le 9 juin, il y a vraiment... On a 9 mois de campagne jusque-là, il y a un enjeu, mais de choix de monde, réellement. Et on n'a plus l'habitude en France d'avoir un débat gauche-droite, puisque ça a été complètement brisé depuis 2017, mais à l'échelle européenne, c'est celui qui compte, en fait, ce débat-là. C'est pas un débat Macron-Le Pen qui compte à l'échelle européenne, c'est un débat qui sera la première force au Parlement européen. Une force qui veut détricoter le pacte vert et par ailleurs s'asseoir sur les droits humains et les droits sociaux, mais qui va faire du pacte vert sa cible première, et ou une force, celle des sociodémocrates, qui va faire du pacte vert l'étendard dans cette campagne, puisque c'est nous qui l'avons porté, et va essayer de le porter plus loin. Et donc là, on a un choix qui est hyper binaire, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, hyper binaire sur la question écologique. Et je crois que voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se fasse voler ce débat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse avoir par une présidentialite permanente. En France, on a l'impression qu'on reproduit tout le temps la même élection. Là, ce débat, il mérite d'être posé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y ait une confrontation sur ça, sur ce sujet. Et comment est-ce qu'on fait du coup alors pour embarquer les citoyens? On a parlé du vote, mais c'est quoi les autres démarches qui te permettraient de vraiment montrer qu'en fait, y a un vrai rôle à jouer en tant qu'individu aussi? Mais moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de mon mandat. C'est-à-dire de faire participer le maximum de citoyennes et de citoyens aux grandes questions qui ont jalonné ce mandat, aux grands combats qui ont été menés. En fait, moi, c'est vraiment, je conçois le mandat comme un corps qui marche sur deux jambes. D'un côté, il y a la jambe des mobilisations citoyennes et civiques, et de l'autre côté, la jambe du débat législatif pur.
Et les deux se rencontrent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les mobilisations civiques, eh ben, je suis boiteux parce qu'en fait, je me retrouve face au lobby et beaucoup moins puissant. Par contre, s'il y a les mobilisations civiques, eh bien, la jambe débat législative, elle est renforcée parce qu'en fait, plus il y a le regard du public, moins les lobbies ont de l'importance. Et d'autre part, si les mobilisations civiques ne débouchent pas sur des lois, en réalité, à la fin, elles s'essoufflent. C'est génial comme état d'esprit, comme motivation, mais si ça ne débouche pas sur des changements législatifs concrets, eh ben, je pense qu'elles s'évaporent, in fine. Et ça, d'ailleurs, ça me conduit à une chose qui existe dans la galaxie écolo et qui m'a toujours posé problème, mais qui me pose plus problème encore aujourd'hui qu'hier. On pose les bases. C'est l'idée, on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Il faut qu'on change tous nos comportements. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. J'avais eu Marine Tondelier sur le podcast et je lui avais dit qu'est-ce que ce serait ta première action si tu étais élu chef de gouvernement. Elle m'avait dit mais ça n'arrivera pas. Non. Et donc elle avait pris un peu de temps pour réfléchir. Je dis tu y as jamais pensé? Et elle m'a dit non parce que c'était pas le plan. Et ça m'avait choqué. On peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. Si vous voulez faire la transformation écologique, vous aurez besoin de législateurs, vous aurez besoin de policiers, vous aurez besoin de fonctionnaires, vous aurez besoin d'agents du fisc, vous aurez besoin du pouvoir. Vous aurez besoin du pouvoir. On aura besoin du pouvoir. On ne peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. On peut changer ses comportements. Il faut être en adéquation avec ce qu'on prône. Il faut parfois savoir se retirer si on est dans une entreprise qui détruit la planète et ça. Oui, mais le retrait ne fonctionne pas. Même l'exemplarité individuelle ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas pris le pouvoir politiquement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que l'écologie politique, elle est née d'abord dans une forme de contre-culture. Et donc, il y a une forme légitime de méfiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis et d'extériorité vis-à-vis du pouvoir. Surtout, il y a toujours eu une sorte d'opposition à la structure institutionnelle. Donc, si on se fabrique comme ça, effectivement, c'est difficile de s'imaginer à la place de cette. Mais il faut faire cette bascule parce qu'en fait, rien ne sera résolu sans prendre le pouvoir politiquement. Et prendre le pouvoir politiquement, ça veut dire d'abord une chose, gagner les élections. Mais sur ta question, sur comment est-ce qu'on emmène, mais c'est déjà, à mon avis, en reformulant notre propos. C'est-à-dire qu'on doit partir de cas concrets pour aboutir à une vision générale et pas l'inverse. On ne doit pas être dans le dogmatisme. Si on fait des grandes tirades sur le capitalisme, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on fait des grandes tirades sur la justice fiscale ou la cohérence fiscale, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on part d'un coin de rue et qu'on dit il y a un Starbucks et un PME et un PMU, et le Starbucks et le PMU, ils vendent du café. Mais pourquoi le PMU paye 3 fois plus d'impôts sur les sociétés que le Starbucks? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence fiscale en Europe et que le Starbucks paye ses impôts aux Pays-Bas. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es gros, moins tu es taxé. Et comment tu peux accepter de vivre dans un univers comme celui-ci? Voilà pourquoi il faut lutter contre les paradis fiscaux en Europe. Voilà pourquoi il faut abolir le vote à l'unanimité sur les questions fiscales. Voilà pourquoi. La même chose sur les multinationales. Il faut partir du destin d'un esclave ouïghour ou du destin d'un t-shirt. Je suis désolé si j'ai amené à payer plus cher son t-shirt, mais Lou s'en remettra. Il s'en remettra, ouais. Et partir du destin d'un t-shirt qu'on retrouve dans le armoire ou d'un esclave qui se retrouve sur une chaîne de production. Et ensuite, raconter le monde à partir de ça. Et enfin, donc changer la manière dont on parle, changer les mots qu'on utilise aussi, à mon avis, ça c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et enfin, changer le rapport à la chose politique. Moi, nos campagnes, elles ont fonctionné parce que les cibles étaient justes et que la cause était bonne, mais aussi parce que chacun avait un rôle. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais c'est génial, quand on a fait plier Adidas ou Lacoste ou quand on a obtenu un vote ou on fait basculer une majorité, on s'est rendu compte qu'on avait du pouvoir. Parce que chacun avait un rôle et devait devenir un acteur de la campagne et pas simplement quelqu'un qui reproduit les messages. Et qu'en fait, tout dépendait de son investissement. Et bien, cette découverte d'avoir du pouvoir, c'est ce qui va fédérer au maximum les gens qui ne sont pas a priori encartés dans des partis politiques ou membres d'associations écolo.
Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire de la politique comme ça en donnant du pouvoir et la faculté de l'exercer aux citoyennes et aux citoyens. Et si on arrive à faire ça, ça crée un mouvement qui, à mon avis, peut prétendre au pouvoir, justement. Oui, tu parlais du coup d'engagement des citoyens, rôle des citoyens. Il y a quand même une partie de la population qui tient très à cœur, c'est les jeunes. C'est probablement ceux qui te suivent le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, plus de 700 000 personnes peut-être sur Instagram. Tu as écrit un livre même qui s'appelle « Lettre à la génération qui va tout changer ». C'est des mots qu'on connaît bien, et Salomé Saké on en a fait tout un livre aussi. Vous êtes la génération qui va tout changer, et les jeunes n'acceptent plus trop cette phrase en fait, parce qu'on nous dit beaucoup vous allez faire des choses bien, et d'un autre côté en fait c'est pas les jeunes qui sont décisionnaires économiques, qui sont décisionnaires politiques, et eux ils attendent des décisions de la génération qui est au-dessus. Alors c'est quoi leur rôle que tu leur donnes du coup dans cette transformation, si c'est pas des rôles économiques et politiques majeurs? Déjà rien ne te dit que je ne veux pas qu'ils aient des rôles économiques et politiques majeurs, mais ils doivent être l'avant-garde de la transformation. Mais ils le sont déjà. Et moi, ce que je veux faire là, c'est une campagne politique qui mette la jeunesse au premier plan, mais qu'elle se mette elle-même au premier plan, en fait. Je veux qu'on multiplie les réunions dans toute la France et qu'on voit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes citoyens français qui sont enthousiastes à l'idée de transformer l'Europe en véhicule de la grande transition dont on a besoin, qui sont enthousiastes à l'idée de participer à la vie publique, qui sont motivés par l'intérêt général. Moi, je veux que ça se voit. Parce qu'en fait, une démocratie qui a comme idée de sa jeunesse que sa jeunesse n'est pas intéressée par la chose publique est une démocratie qui va mourir. On est comme du bois mort, là, privé de sève. Et donc, j'espère qu'on fera le meilleur score possible. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on renvoie à la démocratie française une image d'elle-même qui change son état d'esprit. Et cette image, c'est celle d'une jeunesse qui fait irruption sur la scène publique, dans la place publique. Et je crois que c'est le moment, en fait, toutes les campagnes qu'on a faites ensemble, toutes les actions qu'on a menées ensemble doivent déboucher sur un moment politique qui est celui-là, qui est celui des 9 prochains mois, et qui est celui d'une transformation de toutes ces énergies en une campagne politique pour porter un projet politique. Et ça sera une grande surprise, en fait. Une grande surprise parce que le discours général, le discours ambiant, c'est celui d'une jeunesse apathique qui a les yeux rivés sur son téléphone portable, qui participe peu aux élections. Ouais, peut-être que c'est aussi une problématique d'offre. Peut-être que c'est aussi que les discours politiques ne correspondaient pas. Et donc, voilà, moi je pense qu'on peut là susciter suffisamment d'enthousiasme pour renverser la table et renverser l'image que la démocratie française a d'elle-même et de sa jeunesse. Ouais. C'est vrai que dans le bouquin que tu donnais, tu disais que les démocraties européennes étaient complètement endormies. C'était une des dernières analogies que tu faisais, et qu'en fait, le propre de la démocratie qui se réveille, c'est celle de la démocratie qui est attaquée. Pour l'écologie, c'est un peu la même chose. Tu parlais de Taïwan, notamment avec la Chine, tu parlais de l'Ukraine avec la Russie, et que c'était les démocraties qui étaient plus vivantes, qui se réveillaient et qui comprenaient vraiment le pouvoir qui était donné aux citoyens par la démocratie, et que nous, on avait oublié ce pouvoir-là. Parce qu'en fait, on est devenus des démocrates par habitude. On est démocrate parce qu'on est né en démocratie. On est devenus des démocrates par inertie, en fait. Et nos dirigeants, en fait, sont démocrates, plus ou moins d'ailleurs, mais démocrates, parce qu'ils arrivent dans des institutions démocratiques. Mais nous, l'enjeu, c'est de redevenir démocrates par conviction, par passion. Et pour ça, il faut qu'on ait un horizon de transformation. Et je suis convaincu, moi, que la démocratie écologique, la puissance écologique européenne, la grande transformation qui va réhabiliter l'idée même de politique, eh ben, c'est ça qui nous sauvera. C'est-à-dire que j'essaye toujours de citer, et c'est pas simplement pour faire du wishful thinking, j'essaye toujours de citer ce vers de Hölderlin qui m'habite, c'est « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Moi, je suis convaincu que en affrontant le péril climatique ou en affrontant les périls géopolitiques, eh bien, on se sauve soi-même. Et finalement, on ne va pas juste rafistoler ou boucher des trous. On va régénérer la démocratie. On va trouver dans cette perception du tragique qui nous menace,
les raisons d'être d'un renouveau du débat public, de la chose publique. Pourquoi est-ce qu'on s'investirait dans la politique ou dans le débat public si les choses allaient bien d'elles-mêmes, si la société avançait toute seule, si le marché réglait tout? Il n'y a aucune raison, ce serait vraiment un hobby pour les gens qui ont du temps à perdre. Il y a d'autres manières de s'éclater dans l'existence. Mais ce qui légitime notre investissement dans l'espace public, en défense de l'intérêt général, c'est le sentiment qu'en fait, il y a des impasses, que si on n'agit pas, les choses n'avanceront pas, ou qu'elles reculeront, ou qu'elles s'effondreront. Et donc là, on a des questions immenses qui sont posées à nos sociétés, et ces questions, loin de nous effrayer et de nous rendre apathiques, elles doivent être une source de motivation pour l'action. Et dans cette action, en fait, on sortira notre neurasthénie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est déprimé parce qu'on n'a plus rien qui nous dépasse dans lequel s'inscrire. Ouais. Et donc, voilà, cette société de solitude, elle peut nous laisser un goût et une illusion de liberté, mais elle nous conduit à être les premiers consommateurs mondiaux d'antidépresseurs. Donc voilà, à un moment... Si tu as un petit mot d'espoir pour conclure avant qu'on s'en aille. Non, mais vraiment, je pense qu'en fait, parce que si tout le monde était heureux, là, dans cette société, et en fait, tu peux l'enterrer, ta transformation écologique. Ouais. Parce que personne ne voudrait changer. Et donc, ce qu'on doit arriver à dire, c'est, mais vous êtes dans cette société de solitude malheureux, et ce qu'on propose, c'est une grande aventure collective qui nous permet justement de sortir de ce qui nous rend malheureux dans cette société de solitude. C'est de retrouver l'impression de faire partie d'un collectif, de faire partie d'une communauté politique au sens large, de faire partie d'un espace, de faire partie d'un monde, de faire partie du vivant, et en retrouvant cette sensation-là de faire partie de quelque chose qui nous dépasse, de retrouver une forme de joie intérieure. Donc moi, je pense qu'au contraire, le message que je porte, c'est un message d'espérance, et je crois qu'on va faire une campagne là qui sera joyeuse. Et j'ai envie de ça aussi. Il ne faut pas qu'on passe pour des gens qui passent leur vie à tirer la gueule, parce que sinon ça n'attirera personne et ça fera fuir tout le monde. Non, on doit être heureux de porter nos convictions, heureux de se sentir utile dans un moment qui en lui-même est tragique, et heureux d'être ensemble. Écoute, merci beaucoup Raphaël pour cette conclusion. Merci d'être passé entre deux conférences, entre deux calls, entre deux visios avec le Parlement. Désolé, c'est la phase finale des négos en fait sur l'instrument commercial, le bannissement des produits d'esclavage. Donc ça fait 3 ans que je travaille dessus. J'ai des nuits très courtes et peu de temps, et je reviendrai. Avec grand plaisir. Et puis je garde ça bien en tête. Merci, salut. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.